experts. Et nous allons nous mettre d'accord, comme le gouvernement d'ailleurs, autour de cette table avec Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour Kevin. Bonjour Valérie. Vous avez une petite, il y a un petit virus là qui court ces temps-ci. Merci d'être là en tout cas. Avec plaisir. Christian de Villeneuve, journaliste politique. David Marguerite, Bonjour. Vice-président de la région Normandie, président de l'agglomération du Cotentin. Bonjour Et Valérie. Baptiste Fournier, président et fondateur de l'agence de communication Virtu. Bonjour. Bonjour. Retailleau-Migaud, le nouveau couple explosif du gouvernement. Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur, qui affirme haut et fort qu'il ne laissera plus rien passer. Ok, des paroles, on attend les actes. Il porte également plainte contre Raphaël Arnaud pour apologie de la haine contre la police, agression homophobe à Mazamet. Le maire qui était ce matin chez Jean-Jacques Bourdin demande la suppression des allocations familiales pour la famille des agresseurs. Et puis le Proche-Orient encore et toujours. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Christian, c'est un coup de cœur. Je n'ai pas rappelé dans votre présentation que vous avez été patron de presse. Vous avez dirigé de très nombreux magazines, journaux, Le Parisien, le JDD, Paris Match. Enfin, Bon, bref. on s'arrête là. Mais c'est en tant qu'homme de presse que vous présentez votre coup de cœur ce matin. Oui, permettez-moi ce coup de cœur pour ce journal que je connais bien et que j'aime bien. Approchez bien le micro Pour parce ce qu'on vous journal entend pas bien. Que je connais bien et que j'aime bien, à savoir Le Parisien qui fête cette semaine ses 80 ans. C'est une vraie performance pour un journal populaire qui, dans un univers de presse écrite très chahuté, même en difficulté. En difficulté. A su repousser les assauts, alors de la radio, de la télévision et aujourd'hui des réseaux sociaux. D'ailleurs, il faut poser la question, qui fait l'opinion aujourd'hui? Est-ce que ce sont les médias? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux? En attendant de trouver une réponse à cette question, si on écoute les revues de presse le matin, Le Parisien demeure un journal de référence. Grâce à des informations, disons, locales, régionales, exclusives, et surtout, je crois, c'est qu'il traduit assez bien l'opinion des classes moyennes ou de la majorité silencieuse, comme on le disait souvent. Ouais. Alors, dimanche dernier, ils ont publié, ils ont fait un numéro collector, dans lequel ils ont publié un sondage qui est une vraie radioscopie des Français et qui remet assez bien en place un certain nombre d'idées. Et si vous voulez, je vais vous donner quelques chiffres parce que c'est vraiment intéressant. 78% et réconfortant. 78% des Français se déclarent fiers d'être Français. 93% adorent le drapeau. 64% se déclarent européens convaincus. 3% seulement sont attachés à l'audiovisuel public. Rachida Dati va pouvoir faire sa réforme. 65% demandent à reporter ou annuler l'interdiction de vente de véhicules neufs à moteur thermique. Donc c'est intéressant. Ouais. Et enfin, c'est aussi intéressant par rapport à la situation sociale, 68% déclarent avoir des revenus suffisants pour vivre décemment. Voilà. Donc je trouvais que c'était des chiffres. C'est très en décalage avec notre actualité. Avec l'actualité et avec ce qu'on entend dans les médias. Et si on croit au sondage, c'est ça, c'est ce qu'on va vous répondre. Et est-ce que vous avez entendu Pascal Praud qui reprochait, on recevra de Nicolas Charbonneau nous demain dans l'émission Média pour parler de ses 80 ans du Parisien, qui reprochait aux invités, aux collaborateurs de ce 80e anniversaire d'être un peu consensuel. Pascal Praud regrettait que Sonia Mabrouk n'ait pas été sollicitée. Donc je pense qu'il n'y ait personne de CNews qui a été sollicité pour collaborer à ce numéro collector. Bon. Voilà. Mais c'est vrai que c'était un beau numéro et ce sondage était particulièrement intéressant. Vous l'avez lu, vous le lisez, le Parisien? Non, je ne lis pas le Parisien. J'en ai pas de très bons souvenirs du Parisien. Je ne sais pas si vous en souvenez, Valérie. Ah oui, c'est vrai, il y avait un article sur vous. Mais bon, non, sinon c'est une presse quotidienne intéressante. Quand je l'ouvre, il y a des problématiques autour du pouvoir d'achat, de la vie quotidienne des gens. Donc c'est vrai que c'est un journal qui entre dans le cœur des Français et qui raconte leur vie
quotidienne. Donc ça, c'est plutôt un vrai bien, journal. parce que quand on prend Libération, qui est dans l'idéologie la plus totale, donc ça fait du bien parfois un peu de pragmatisme. Je disais souvent que le Parisien était le compagnon de la vie quotidienne des Parisiens. Absolument, beaucoup de faits divers, des pages régions aussi. Des pages régions très importantes. Il parle des territoires, il parle français. C'est un journal de qualité. Et dans ce cadre-là, on peut aussi saluer de manière générale la PQR. Oui. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut rappeler, à chaque fois, je suis très étonné dans les cours que je peux donner, que les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, le premier quotidien de France vendu est Ouest France. Ni Le Monde, ni le Figaro, ni les Échos. Et la PQR se porte assez bien. La preuve en est, c'est le rachat de la Provence par le groupe CMA-CGM. Et le Parisien, en effet, a une ligne éditoriale historique qui est populaire, mais qui en même temps un traitement de la politique internationale, de la politique nationale, qui permet aux Françaises et aux Français, et aux Franciliens et aux Parisiennes et aux Parisiens en particulier, de s'informer efficacement. Il nous reste peu de temps avant le journal. Moi, je voulais juste faire une remarque. Hier, il se trouve, je ne vais pas très souvent, je dois vous dire, traverser le bois de Boulogne. Il se trouve qu'hier, j'ai dû traverser le bois de Boulogne et j'ai été, même si je sais ce qui s'y passe, quand même consternée. Je fais référence évidemment au meurtre de la jeune Philippine, 19 ans, dont le corps a été retrouvé dans le bois de Boulogne. Elle était étudiante à Dauphine, Paris-Dauphine, qui est porte de la Muette. J'ai traversé en voiture le bois de Boulogne et j'ai été consternée de voir le spectacle des transsexuels, des prostituées, des zonards, des gens qui étaient là. Cette faune qui, c'est pas nouveau, hein, mais c'est vrai que ça m'a choquée en pensant à cette jeune fille. Et alors, il y a des centaines de joggers aussi, mais j'ai trouvé que de le laisser perpétuer cette ambiance n'était pas forcément une bonne chose. Ben non. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, c'est quand même choquant, quoi. Vous avez il était midi et demi, puisque je sortais de l'émission, il était midi et demi et vous avez des gens à moitié à poil, pardon de le dire comme ça, qui sont sur le bord de la route. Ah non, mais c'est absolument... Avec des familles qui passent. Cet endroit devrait être un lieu familial et c'est devenu un endroit dégueulasse et où vous avez des préservatifs partout au niveau du sol, des gamins qui jouent au milieu des préservatifs usagés. Moi, franchement, j'aimais bien m'y promener. Je n'y vais plus parce que ce spectacle de transsexuels débridés avec des gros pervers là qui sont en train de regarder les personnes qu'ils pourraient faire monter dans leur voiture. Moi, je trouve que c'est pas un beau spectacle. Et encore une fois, il y a eu l'interdiction moi, je pense qu'il faut interdire la prostitution dans ce genre de lieu. Et moi, je n'aime pas du tout cette ambiance-là. Je suis d'accord avec vous, Valérie. Commentaire. Alors, moi, à la différence de mon voisin, j'ai jamais aimé m'y promener parce que ça n'a jamais changé. Non, ça n'a jamais changé. Oui, contrairement à ce qui avait été dit d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ça a toujours été une zone à part dans la région parisienne et je ne sais pas quelle est la racine du mal. En effet, la prostitution, la consommation de drogue de manière découverte. Mais aujourd'hui, on le voit et on le constate. C'est-à-dire que personne n'ose, entre guillemets, parler de cet endroit, de ce lieu, ni la maire de Paris. Une forme de tolérance. Une forme de tolérance, voilà. C'est un nouveau dossier pour M. Retailleau. Oui, j'allais dire, il a parlé de rétablissement de l'ordre hier dans son discours, moi que j'ai trouvé la prostitution n'est pas interdite, oui, mais quand il a parlé de rétablissement de l'ordre, on connaît sa rectitude, la morale qui est la sienne. Je pense qu'on a un exemple dans l'actualité assez criant de ce que ça signifie rétablir l'ordre en plein Paris. Et rappelez aussi que la loi sur la pénalisation de la prostitution, pour le moment, en tout cas sur ce lieu... La pénalisation du client. Du client, tout à fait. N'a aucun effet en l'état actuel des choses. J'aurais été policier hier, j'aurais pu verbaliser un certain nombre de personnes. J'imagine. Mais on voit bien que pour le moment, des effets escomptés sur ce lieu, en tout cas, ne produisent aucun effet. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, les infos, les débats avec vous, avec Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Christian de Villeneuve, journaliste politique, David Marguerite, vice-président de la région Normandie et président de l'agglomération du Cotentin, et Baptiste Fournier, président et fondateur de l'agence de communication Virtu. On va revenir évidemment sur la composition du gouvernement, le couple Retailleau-Migaud, les sorties de Bruno Retailleau, ses affirmations fermes, ses déclarations fermes sur le rétablissement de l'ordre, avec une plainte annoncée ce matin contre le député Raphaël Arnaud.
tous ces sujets avec vous. David, coup de cœur pour la méthode Barnier. Oui, je trouve que les débuts de Michel Barnier sont plutôt bons, que son style est tranche avec ce qu'on a connu depuis 7 ans. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit hier à l'occasion de la première réunion ministérielle, quand il a demandé à ses ministres, ce qui paraît du bon sens, mais de dire pas d'esbrouf. Il faut agir avant de communiquer le moins possible. Et ça tranchait hier un peu singulièrement. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Bruno Retailleau hier soir. Ça a tranché. Alors, justement, je voudrais y revenir parce que c'est pas tout à fait la même chose. Moi, je trouve que on a vécu 7 ans d'hyper-communication, de paroles politiques creuses, avec des mots qui s'enchaînent, qui se rappellent des grandes conférences, les 100 jours, qui n'avaient aucune consistance, qui n'ont débouché sur strictement rien, avec les discours les plus ambigus possibles, tout et son contraire, bref, une parole publique qui a été usée jusqu'à la corde. Moi, je trouve qu'avoir un Premier ministre qui rappelle que peut-être l'expérience n'est pas complètement ringarde dans notre pays, que avoir une expérience d'élu local, une expérience européenne, ça peut être un plus, ça peut être un atout, je trouve que ça tranche avec ce qu'on a connu. Alors oui, en effet, hier, il y avait un contraste dans les images entre les préconisations de Michel Barnier. Je pense qu'on peut tous s'entendre sur le fait que la parole publique doit être sobre, elle doit être plus rare, et que l'action doit l'emporter sur la communication. Et on a vu en même temps des passations de pouvoir assez grotesque. Moi, j'assume de le dire, quand on voit des ministres qui, plutôt que de parler de leur bilan, parlent de leur parcours, avec des discours d'égo, des moi-je, en rappelant leurs origines pour certains d'entre eux. Eh bien, je trouve qu'on a un petit espoir aujourd'hui de voir que le nouveau monde est bien finissant. Alors certes, on peut dire qu'il y a eu des communications ministérielles hier, mais une communication ciblée avec un discours de fermeté comme Bruno Retailleau, pardon, mais c'est pas du tout la même chose que d'avoir des grands discours creux où les mots s'enfilent comme des perles à longueur de journée. On a eu un discours d'autorité de Bruno Retailleau hier soir. Qu'il se déplace dans un commissariat pour son premier déplacement était tout à fait légitime. Et je trouve que les mots qu'il a utilisés, le rétablissement de l'ordre, c'était des mots simples, des mots sobres et des mots qu'on n'espérait plus dans le débat politique. Alors vraiment, moi je trouve que oui, Michel Barnier, c'est un coup de cœur parce que avoir à Matignon un Premier ministre qui, après Gabriel Attal et ses discours d'égo permanents et qui n'a eu aucune action d'ailleurs concrète pendant 6 mois, ça fait du bien à la France, ça fait du bien à la politique et je pense que ça augure peut-être, pas tout de suite, mais dans quelques mois, le rétablissement d'un clivage politique digne entre une droite et une gauche qui se respectent, qui ne s'invectivent pas à longueur de journée, où on échange sur des projets de société et où on arrête avec le jeunisme, parce que c'est aussi ça qu'on a vécu pendant 7 ans. C'est un peu paradoxal ce que vous dites, c'est-à-dire que vous saluez le discours du Premier ministre et en même temps les ministres font l'inverse de ce qu'il dit. Les ministres sortants, en l'occurrence... Non, Bruno Retailleau, il était au JTTF, il était chez nos confrères de CNews ce matin. Alors, on peut parler de discours inaugural, c'est le début de son action politique, c'est normal qu'il explique aux Français quel va être le cap de son action publique. Maintenant, on attend des actes, il y en a eu déjà ce matin avec le dépôt de plainte que vous avez rappelé, Valérie, tout de suite. Qu'un ministre de l'Intérieur vienne dans un commissariat pour son premier déplacement, c'est une sorte de tradition, mais qu'en revanche, les paroles, et ça a été salué hier par Alliance, le syndicat des policiers, majoritaire, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à un ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'ils disent quel est le cap, quelle est la ligne d'action. Il n'y a pas que lui. Ils ont quand même. Oui, mais ils étaient tous partout dans les matinales. Hier, Benjamin Haddad, ministre des Affaires étrangères, a accepté un journaliste de BFM dans sa voiture. Si ça, c'est pas de la com. Alors ça, on est tout à fait d'accord. Mais je parlais du discours de Bruno Retailleau. Mais dès lors qu'on fixe un cap politique et après qu'il y a de l'action, moi, c'est une méthode qui me va. On attend l'action. Et bien évidemment, il faudra voir. Parce que moi, je veux bien quand Retailleau dit ils me trouveront sur leur route. Depuis qu'il a parlé, il y a déjà eu. Il y a un premier acte ce matin. Le dépôt de plainte contre Raphaël Arnaud, c'est pas tout à fait anodin. De dire qu'il va donner des consignes au préfet via des circulaires sur les OQTF, sur le fait que l'immigration massive n'est pas une chance pour la France, c'est pas un discours creux, c'est un acte politique fort avec un cap politique. Il est arrivé hier, il faut lui laisser un peu le temps de pouvoir agir. On sait que la marge de manœuvre est limitée. En revanche, on a au ministère de l'Intérieur un homme dont on peut pas dire qu'il soit dans l'hyper-communication. Les préfets sont déjà convoqués. Exactement. Sont déjà convoqués pour justement l'application des OQTF. Oui, mais Kevin, écoutez, moi j'aime beaucoup Bruno Retailleau, c'est une droite dure, c'est une droite ferme, je suis d'accord là-dessus, mais est-ce qu'il va avoir les moyens d'agir quand on voit la configuration de l'Assemblée nationale et qu'on voit le ministre de la Justice? En outre, j'ai bien peur que le nouveau monde ressemble à l'ancien monde, puisqu'on est dans la continuité du en même temps. J'avais beaucoup d'espoir quand monsieur Barnier est venu à Matignon, et puis tout de suite il a édulcoré son discours. Évidemment, il faut
lutter fermement contre l'immigration, mais avec de l'humanisme. On va pas augmenter les impôts, mais on va les augmenter quand même. On voit bien que M. Barnier est pris en étau entre d'un côté le Rassemblement national, parce que Marine Le Pen a beaucoup de pouvoir, il suffit qu'elle vote une motion de censure pour que le gouvernement tombe, et de l'autre, l'aile gauche du macronisme qui va évidemment faire très attention à ce qui n'est pas une politique qui est trop à droite. Après, ça n'enlève rien aux qualités personnelles de Bruno Retailleau, mais on voit bien que la situation est hyper compliquée, et il communique, je suis désolé, communiquer sur le fait qu'on porte plainte, communiquer sur le fait qu'on va convoquer les préfets, c'est déjà une forme de communication. Donc moi j'attends de voir l'action concrète. Qu'il ne l'ait pas fait. Et il a 24 heures d'exercice du pouvoir, je suis désolé, il a des mots que les Français attendent, il a des premiers actes qui semble plutôt donner satisfaction aux forces de l'ordre. Donc je crois que, bien sûr, moi c'est pas la majorité que j'aurais souhaité. Je pense que si vous reprenez les discours de Gérald Darmanin... Le discours de Gérald Darmanin hier, ce n'était pas un bilan, c'était c'était moi-je, le tout à l'ego, bref. Mais c'est pas la majorité que j'aurais souhaité. Maintenant, il faut donner une chance. À la Courneuve. La Courneuve... était un des lieux, entre guillemets, qui est devenu symbolique et emblématique de la période Sarkozy, puisque c'était là qu'il a évoqué le Karcher. Et donc on voit bien que depuis temps, quand il y a des ministres de l'Intérieur, notamment de droite, on est plutôt parole que dans l'action. À noter que tout de même, au-delà du ministère de Bruno Retailleau, on se retrouve dans une situation inédite, puisqu'on a un gouvernement qui, pour la première fois, la Ve République, n'a pas de légitimité politique, c'est-à-dire pas de légitimité parlementaire. Donc, Bruno Retailleau devrait un peu se méfier de ses marges de manœuvre dans les prochaines semaines et les prochains mois. En ce qui concerne Michel Barnier, moi j'entends qu'on peut parler de sobriété politique. Néanmoins, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 5% de déficit, plus de 100% de dette du PIB, et qu'il va falloir, à un moment donné, avoir une ligne de clarté. Et il y aura peut-être, à cette occasion, la discussion de politique générale le 1er octobre prochain. Mais pour le moment, je ne vois et je n'entends et je n'observe que du flou. Or, on est dans une situation, le nouveau ministre de l'économie l'a rappelé, quasiment aussi historique et inédite d'un point de vue des finances publiques. Et ça devrait aujourd'hui occuper l'ensemble du débat public. Bien sûr. Christian, oui. Moi je dirais aussi que Bruno Retailleau, là, avant le discours de politique générale, il fait un peu pression sur le Premier ministre. Voilà, et comme d'ailleurs le ministre de la Justice, pareil. Donc là en ce moment, il y a effectivement des expressions assez débridées et fortes. Et puis il faut espérer que une fois que le Premier ministre aura donné le là, les ministres exécuteront la charge gouvernementale qui est la leur. Moi, je pense que, vous savez, dans une coalition, on sait très bien que chacun doit mettre, s'il souhaite sincèrement la réussite du gouvernement, et là seulement de durée, et ben chacun va devoir mettre de l'eau dans son vin. Voilà. Et donc une coalition, c'est le pragmatisme et les compromis. Et voilà. Et ça peut marcher. Tout à fait. Et une bonne gouvernance, c'est aussi de la coordination. Voilà. Hier, quand Bruno Retailleau s'exprime sur l'AME, il clive d'entrée de jeu. Je ne sais pas justement s'il y a de la coordination avec Michel Barnier. Le sujet de l'AME et le débat ne me dérange pas. Ce sera, entre guillemets, bloc contre bloc. Mais alors qu'il se déplace sur des sites qui concernent l'ordre public et la sécurité, il vient parler de l'AME. Donc on est déjà en dehors d'une forme de sobriété communicationnelle. Alors on va y revenir et on va évoquer aussi son homologue de la justice, Didier Migaud, qui dit je n'ai pas changé, il était socialiste et socialiste il reste. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vert. Et on continue de débattre de l'actualité. Avant de continuer le tour de table, puisqu'on est sur le sujet de Bruno Retailleau, il y a cette question de Bruno Retailleau et de Didier Migaud avec qui sont pas exactement sur les mêmes positions. Donc, non, mais c'est parfait. C'est parfait en même temps entre le dur et le souple. Voilà. Non, de toute façon, je suis pas sûr que Didier Migaud soit en position de donner des ordres aux magistrats et puis de changer. Les magistrats ont dû plutôt bien accueillir l'arrivée de Didier Migaud, non ?
Par rapport à Dupond-Moretti qui les avait beaucoup secoués, Migaud avait plus... Non, mais hier, je vois Bruno Retailleau s'est élevé contre l'inexécution des peines. Il a raison. Mais bien sûr qu'il a raison, mais il met une pierre dans le jardin de son collègue. L'inexécution des peines, c'est la justice. On est à 68% d'exécution à peu près des peines dans notre pays. 80 000 peines non exécutées. Voilà, c'est pas possible. Il a raison de poser le débat, je trouve. Maintenant, moi, je le connais bien, Bruno Retailleau. Il a des qualités personnelles, je le disais tout à l'heure, une rectitude, une constance politique, il a une cohérence dans son système de pensée qui est incontestable. Et puis, je pense qu'il a une qualité, surtout, c'est sa hauteur de vue. Il ne se laissera pas impressionner par la pression médiatique qui lui est déjà tombée dessus, d'ailleurs, depuis hier, avec des polémiques plus ou moins ridicules. Enfin, il y en a une en particulier qui l'est complètement, celle où on ressort des dossiers des années 90. Bon, bref, je trouve que on a la chance d'avoir au ministère de l'Intérieur quelqu'un qui a ses qualités, qu'il s'exprime sur le terrain du ministère de la Justice, et classique. Les querelles entre les ministres de l'Intérieur et de la Justice, ça a toujours été le cas, et qu'il affirme une ligne qui est une ligne de grande fermeté, avec exécution des peines. Il a quand même dit que sur les OQTF, il allait donner les consignes et qu'elles allaient être exécutées de façon... On attend de voir, bien évidemment, et la marge de manœuvre, je suis d'accord avec Kevin Bossuet, elle est nécessairement limitée, et encore une fois, moi, c'est pas la majorité que je souhaitais, et pour autant, le pays, il peut pas se permettre d'échouer pendant 6 mois et de ne rien faire. Donc, quand on a la chance d'avoir un discours comme celui-là, on a envie de dire chiche, on a envie de dire sa personnalité, la ligne politique qui est la sienne, il faut lui donner une chance de réussir, et je suis plutôt confiant dans le match classique avec le ministre de la Justice. Pourquoi ? Parce que le ministre de la Justice n'est pas un idéologue, on peut pas dire qu'il ait beaucoup de soutien au gouvernement par ailleurs, et surtout, Bruno Retailleau, il est dans la ligne des Français. Ce qu'il a dit hier, c'est ce qu'attendent les Français sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'exécution des peines. Il a le soutien de l'opinion publique avec lui. Kevin ? Oui, je suis évidemment d'accord avec tout cela, mais mettez-vous à la place des Français. On a l'impression que c'est encore le même refrain, le retour de la concurrence entre Darmanin et Monsieur Dupond-Moretti, en même temps. Regardez ce qui s'est passé au cours de ces dernières années. D'un côté, vous avez un ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, qui fait un lien entre immigration et insécurité. De l'autre, vous avez un ministre de la Justice qui nous raconte le contraire, qu'on est limite des fachos quand on fait ce lien. De l'autre côté, vous avez un ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, qui était ferme sur la délinquance, etc. De l'autre, quelqu'un qui voulait absolument libérer les délinquants le plus tôt possible. C'est ce discours-là qui a tué la vie politique, et on va revoir la même chose. Je comprends, alors juste en une seconde, mais je comprends que les Français ne comprennent pas, mais ils ont aussi choisi de ne pas donner de majorité claire à qui que ce soit, et ça je le regrette. Si on avait une majorité claire... Il y a eu quelques tambouilles au second tour des législatives. Mais il n'y a pas de majorité claire aujourd'hui, et s'il y avait une majorité claire, celle que je souhaite bien sûr, c'est celle de la droite et du centre, on n'aurait pas cette querelle, et il faut faire avec aujourd'hui malheureusement. Et puis quelques tambouilles dans la composition du gouvernement bien aussi. Sûr, je veux dire, c'est quand on lit un peu les coulisses, c'est pas forcément pour le bien du pays ce qui est en place. Baptiste Fournier. Au-delà du binôme Migaud-Retailleau, ce qui m'interroge, c'est encore une fois le respect un peu des scrutins qui ont lieu au mois de juin et au mois de juillet. C'est-à-dire on a eu 3 tours de scrutin avec un rejet massif entre guillemets du en même temps et de la politique d'Emmanuel Macron, et avec ce binôme on se retrouve en fait dans la poursuite, dans la continuation de la politique macroniste. Et dans ce cadre-là, alors que les uns et les autres ont voulu jouer un peu, mais il s'agissait apparemment d'éléments de langage, le jeu de la cohabitation, en fait, je ne sais pas dans quel type, entre guillemets, de régime nous allons évoluer. Est-ce que c'est une colocation, une cohabitation, une continuation? À mon avis, nous allons le voir avec le budget et éventuellement... Parce que là, il y a un rapport de force au sein même de ce gouvernement qui est aujourd'hui majoritaire pour Renaissance. Désormais groupe EPR. Dans ce cadre-là, ce qu'il va falloir observer avec attention, dès la discussion de politique générale, c'est qui, entre guillemets, l'emporte dans ce rapport de force interne. Et je pense que Didier Migaud, pour le coup, aura plutôt le soutien du groupe EPR, quand Bruno Retailleau aura celui des LR. Dans ce cadre-là, et par rapport aux réformes à venir, si tant est qu'il y en ait, parce que encore une fois, par rapport à l'agenda législatif, commençons déjà par le budget, et ensuite voyons ce qu'il est possible de faire. Néanmoins, on est encore dans ce et de droite et de gauche, ni de droite ni de gauche. Après, faisons confiance à ces deux hommes
par rapport à leur parcours et leurs valeurs pour réussir à s'entendre et à faire preuve d'intelligence collective. Non, moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit et j'aimerais qu'on se mette à la place des électeurs et qu'on se mette à la place des auditeurs. Monsieur Barnier nous avait promis un gouvernement d'union nationale, sauf que de fait, il n'y a aucun ministre du nouveau Front Populaire. Oui, évidemment, ça me ravit. Faute à qui aucun ils ministre. Ne veulent pas y aller non plus. Je suis d'accord, mais aucun ministre du Rassemblement national, ce qui fait qu'on exclut 19 millions de personnes, 19 millions d'électeurs. Après, évidemment, le NPF, le nouveau Front Populaire et le Rassemblement national ne voulaient pas y aller, mais dans ce cas-là, qu'on nous sert pas un discours gaulliste et un discours d'union nationale. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui ont l'impression que c'est le bloc bourgeois qui se maintient au pouvoir, la défense des mêmes intérêts, la défense du même corporatisme, et qu'on ignore un peuple qui est de plus en plus malheureux, qui ne se reconnaît plus forcément dans la démocratie, ces gens qui sont dans le périurbain, qui sont dans le rural, qui sont parfois également dans les banlieues, qui n'ont plus foi en la démocratie. On a l'impression finalement d'un système qui tourne sur lui-même, avec finalement un peuple qu'il faudrait écarter. C'est le maintien de l'extrême centre. Il faut lutter contre le populisme, lutter contre tous ces gens qui votent mal, soit extrême gauche, soit extrême droite, et vous verrez que tout ira bien, puisque nous avons la vérité, nous sommes le camp de la raison, et vous verrez que vous êtes les gens qui font ça sont en train de bousiller la démocratie, et moi ça me fait très peur. Ouais. Non, mais je veux dire, quand même, que ce soit LR ou Ensemble, ça représente le groupe le plus important à l'Assemblée. Donc ça, ils sont quand même légitimes de former un gouvernement. Non, enfin, ils sont tous minoritaires, en fait. Kevin, vous vouliez revenir sur... vous avez un coup de gueule. Un coup de gueule sur l'augmentation des impôts, parce que Monsieur Barnier, aussitôt, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a fait un constat qui est évidemment légitime. Nous sommes en faillite, François Villon l'avait dit, un déficit public à 5,6% du PIB, alors que l'ancien gouvernement prévoyait 5,1%, et s'il n'y a aucune mesure correctrice, on sera au-dessus de 6%. Et pourtant, on a 1% de croissance. Ce n'est pas non plus médiocre. Donc, ça devrait nous interroger. Si on prend le remboursement des intérêts de la dette, en 2027, on sera à 70 milliards d'euros. Nous sommes évidemment en faillite. Et là, qu'est-ce qu'on nous raconte? Qu'il va y avoir une augmentation des impôts. Mais évidemment, on ne nous dit pas qui on va taxer. Si c'est pour taxer des entreprises qui, c'est pareil, ça ne sert strictement à rien, on va plomber l'économie française. Alors, il y en a qui parlent du retour de l'USF, mais c'est peanut en termes de chiffres. Donc, qui c'est qui va trinquer encore? On va taxer ceux qui sont dans les 10% des tranches de l'impôt sur le revenu, et les 10%, ça commence à partir de un peu plus de 2700 € par mois. Donc, ceux qui vont trinquer, ce sont évidemment les classes moyennes. Et par contre, les dépenses, alors là, on ne veut pas les faire. Les autres pays ont fait une réduction massive des dépenses, mais nous, on ne veut pas, parce que ça coûte trop cher politiquement. Pourtant, il y a des choses à faire. Vous prenez par exemple les subventions aux associations. C'est 15 milliards d'euros par an. Pourquoi on ne regarde pas un peu à qui on donne de l'argent, à qui on n'en donne pas? Et les Français sont las. Les Français qui se lèvent tous les matins, qui travaillent, ils ont l'impression que c'est toujours eux qu'on taxe. Et de l'autre côté, il y a toujours plus d'aide sociale, toujours plus d'assistanat. Et encore une fois, vous avez la France qui travaille, qui en a marre, qui est lassée. Et le mouvement des Gilets jaunes que l'on a vu il y a quelques mois va ressurgir, parce que ça touche de plus en plus de gens. Et on prépare la voie à qui? Au Rassemblement national, parce que je suis convaincu qu'après Retailleau, il échouera, et qu'après, ça sera au tour de Jordan Bardella et Marine Le Pen. Alors, vous répondrez dans un instant à ce que vient de dire Kevin Bossuet. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Alors, les impôts, effectivement, le mot est lâché. Le président, alors, je l'ai trouvé bon aussi, Barnier, l'autre soir, Michel Barnier, le Premier ministre, mais je trouvais qu'il esquivait un petit peu la question sur les impôts, sur les taxes. Je rappelle quand même qu'on est le premier pays, la France, c'est dans le Figaro ce matin, reste la championne des prélèvements obligatoires. Donc, on entend souvent ce chiffre, mais le chiffre, il est de 46,1% contre 42,9% pour l'Italie, 42% pour la Belgique, le Danemark 41%. Enfin, on est quand même extrêmement taxé. Oui, donc, mais moi, ce que je veux dire, c'est que l'éventualité d'une augmentation des impôts
est quand même une défaite en race campagne des macronistes. Ben Parce que ça, le génie de la finance, le Mozart de la vraiment, finance. là, c'est impressionnant. Non, je crois que ce que cherchent à savoir les Français, c'est qui est riche, où commence la richesse. Et là, il faudra effectivement une certaine clarification de la part du Premier ministre, dans la mesure où effectivement, là, il y a un climat d'inquiétude qui est très très favorable à la marche des entreprises entre nous. Oui. Alors, on va peut-être donner la parole à vous, Baptiste Fournier. Vous êtes très enthousiaste, David Marguerite, ce matin, mais laissons le débat se faire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des amis qui rentrent au gouvernement. Baptiste Fournier, là où il faut sur les faire impôts extrêmement attention. On a un taux de recouvrement des impôts en France qui est extrêmement élevé historiquement, c'est-à-dire que sur l'impôt sur le revenu, je crois qu'il n'y a que 5% de défaut de la part des contribuables à régler ce qu'ils doivent à l'État et au fisc. Là où j'attire l'attention, entre guillemets, des politiques, c'est que on a une espèce de serpent de mer, c'est-à-dire qu'on a un niveau de prélèvement obligatoire extrêmement important, un niveau de dépenses publiques extrêmement important, et le problème c'est que, fut un temps, cette cohésion et cette acceptation se faisait autour d'un niveau de service public de qualité. Bien sûr. Dès lors qu'aujourd'hui, il y a une défiance vis-à-vis de l'hôpital public, vis-à-vis de la sécurité publique, et vis-à-vis de l'éducation nationale, on pourrait, là aussi, je ne sais pas si on pourrait avoir un reminder des Gilets jaunes, néanmoins... Grève des impôts ? En tout cas, on se souvient de Moscovici et du ras-le-bol fiscal. Je pense que là, ils vont marcher sur des œufs ces prochains jours avec les premières annonces et les premières pistes budgétaires. Je pense que le MEDEF et le patronat le prend aussi en compte, c'est-à-dire que cette marche budgétaire et fiscale à gravir est importante, et ils sont très heureux d'avoir évité le NFP et notamment la LFI, et donc veulent prendre leur part en disant attention, contribution exceptionnelle et temporaire, on va jouer le jeu. Mais encore une fois, j'attire l'attention sur ce qui faisait la cohésion sociale, notre contrat social de ce pays, qui semble aujourd'hui créer une défiance importante, pour ne pas dire de la révolte. Oui, complètement. C'est ce que disait Christian, puis après David. Pardon. Mais je crois qu'avant d'annoncer des augmentations d'impôts éventuels, le gouvernement va devoir montrer des signes. Et dans le Parisien, excusez-moi, ce matin, je suis plus au Parisien, pourtant, mais il y a le président du MEDEF qui suggère une bonne piste. Il explique qu'il y a 456 agences publiques rattachées à 456, et ça coûte seulement par an 93 milliards. Bon, il y a un certain nombre d'agences dont on ne sait absolument pas à quoi elles servent. Et là, je trouve qu'il amorce une bonne piste. Oui, mais je vois toujours, vous savez, quand j'ai commencé ma longue carrière, j'ai travaillé dans une boîte de prod qui sous-traitait au ministère de la réforme administrative. Et on faisait des petits clips. C'était il y a très 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 longtemps. Et la réforme administrative, et à chaque fois, ça me fait penser à ça. On avait fait des petits clips qui avaient coûté très très cher, qui avaient été facturés très très cher. C'était M. Catala à l'époque. Et c'était n'importe... Enfin, voilà, on en est toujours là, quoi. Donc, David. Juste, je voudrais réagir. Je partage ce que dit Kevin Bossuet. Je voudrais juste réagir quand il a parlé de bloc bourgeois. Moi, je suis élu d'un territoire rural. Je ne me reconnais absolument pas dans cette notion de bloc bourgeois. Je suis issu d'une droite populaire. Et vraiment, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un gouvernement de coalition, mais d'un gouvernement de transition. Il ne s'agit même pas de savoir si on le soutient ou pas. Il s'agit d'entendre ce que nous disent les Français en disant ne perdons pas plus de temps, ne laissez pas le LFI rentrer au gouvernement, et entendez-vous sur 2-3 réformes et votons le budget. Et sur le budget, moi, je partage complètement le constat. On est drogué à la dépense publique. On considère que l'efficacité d'une politique publique en France, elle se mesure à l'augmentation d'un budget. On parlait de la justice tout à l'heure, je regardais les chiffres. On est au-dessus de la moyenne européenne en termes de financement du ministère de la Justice. Je crois qu'on est à 72 € par habitant, la moyenne doit être à 64. Sauf qu'on a 11 juges pour 1000 habitants, là où la moyenne est à 17. Donc tout est dit dans ce chiffre. Et en réalité, quelles sont les réformes qu'on peut mettre en œuvre ? Je le dis souvent ici. Une réforme profonde de l'État, une réforme de la décentralisation. On n'en peut plus de ces compétences croisées. Je suis vice-président à la formation dans mon domaine à la région Normandie. On a
pour gérer la formation, les OPCO, l'État, France Travail, les régions, Transition Pro. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve ? On n'a jamais mis autant de milliards dans les politiques d'orientation et on n'a jamais eu autant de reproduction sociale dans notre pays. En fait, ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, c'est que l'État ne sait pas se réformer. Il ne sait pas se réformer et une vraie réforme de la décentralisation qui transfère les compétences du quotidien aux collectivités territoriales et qui laisse l'État ses compétences régaliennes, eh bien c'est ça une réforme de structure. Alors c'est pas ce gouvernement qui la fera parce qu'il n'a pas de marge de manœuvre pour la faire, mais là il faut passer le cap, il faut passer quelques mois en effet, avec au moins le budget et 2 ou 3 réformes que les Français attendent. Baptiste, juste un mot, c'est un médecin qui me dit vous avez dit défiance vis-à-vis de l'hôpital. C'est pas la défiance, c'est pas vis-à-vis de l'hôpital. C'est une défiance vis-à-vis du budget. Enfin, aujourd'hui, c'est une déception plus que défiance. C'est pas. Quand je dis défiance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez une future maman qui va accoucher, elle va plutôt choisir la clinique privée à l'hôpital public pour la qualité de sa maternité, pour la qualité de le suivi de traitement des soins. Moi pas. J'ai confiance en l'hôpital public plus que dans les cliniques. Même que moi, j'ai confiance en l'éducation nationale. Ouais. Je parle là des enquêtes qui sont en train... Devoir de réserve oblige. Mais non, s'attacher au service public. Ah, d'accord, donc vous exigez vraiment défiance, c'est-à-dire qu'on n'a plus confiance, c'est ça, on n'a plus défiance dans le sens on n'a plus confiance dans nos services publics. Vous êtes allé aux urgences récemment ? Oui, bien sûr. Malheureusement. Bien sûr. Quand on va aux urgences, on peut avoir une inquiétude en fonction de l'hôpital de proximité qui va nous soigner. Et dans certaines zones rurales, on sait qu'aujourd'hui, quand on est dans la Creuse, il faut faire 1h20 pour aller à Limoges et avoir des urgences entre guillemets de qualité. Donc cette inquiétude, là où je rejoins totalement David Marguerite, c'est que on n'a pas de débat à hauteur d'enjeu sur ce que devrait être une nation, entre guillemets, et des territoires repensés. Pour 2 raisons. D'une part, ça n'intéresse pas vraiment les Français parce que c'est assez technique. En vérité, il faut se le dire aussi. Et je comprends que ça n'intéresse pas vraiment les Français. Et d'autre part, de toute façon, les politiques n'arrivent pas à s'entendre sur ce sujet parce que il y a des problématiques de pouvoir local, de pouvoir régional et d'indemnité. Quand François Hollande est revenu, et Dieu sait que j'ai participé à l'époque professionnellement à ce gouvernement, est revenu sur le conseiller territorial unique de Nicolas Sarkozy. Il a commis une erreur. Quand on n'arrive pas à avoir une ligne dure et claire sur la réforme territoriale à l'époque et qu'on se fait désosser sur la loi MAPTAM de simplification justement des collectivités à ce moment-là par le Sénat, on a aussi un manque de clairvoyance et de clarté vis-à-vis des Françaises et des Français. Néanmoins, il y a quelques réformes qui ont été réussies. La fusion des intercommunalités, on a réussi à les diviser par 2. Et je pense que ça se fait en étroite coopération et collaboration entre différents bords politiques et ça fonctionne avec des résultats. Maintenant, est-ce que on ne pourrait pas s'interroger sur le maintien ou non, des départements ? Non, des départements. Ah oui. Bien sûr. À titre personnel, je suis favorable à une reconcentration, c'est-à-dire donc les pouvoirs publics de l'État reconcentrés au niveau des préfectures, leur redonner des moyens pour mener des politiques nationales. Les départements et leurs politiques sociales, ils n'ont plus que ça aujourd'hui, les transférer aux intercommunalités qui sont arrivées à un niveau d'échelle assez suffisant. C'est-à-dire que aujourd'hui, les collèges pourraient très bien être gérés par les intercommunalités et je pense en plus que ça favoriserait les politiques publiques des collèges sur la fameuse carte territoriale qu'on n'arrive pas à reconfigurer. Bref. Ces problématiques-là, on devrait les avoir, mais de même que la réforme des institutions. On a des institutions aujourd'hui qui sont totalement désajustées, désalignées de la réalité politique. On nous parle, et je pense que Michel Barnier va l'annoncer, d'une réforme du scrutin législatif pour mettre plus de proportionnel. Mais je vous le dis ici, et je prends le pari, il n'y aura pas de réforme de la proportionnelle, parce que les groupes politiques n'arriveront pas à s'entendre sur le mode de scrutin et sur une reconfiguration éventuelle de la carte électorale. C'est des sujets qui sont très importants, qui mettent du temps pour, entre guillemets, créer des résultats, mais néanmoins, ils devraient être aujourd'hui sur le haut de la pile de dossiers du Premier ministre. Ouais, mais on ne s'attaque pas effectivement à la dépense. On nous parle d'impôts, mais on ne s'attaque pas à la dépense de l'État qui a explosé au millefeuille administratif. Et surtout, depuis tout à l'heure, on parle d'argent, on parle de dépenses, mais il y a quelque chose aussi qui ruine nos services publics, c'est l'idéologie. Quand vous voyez dans la justice des juges qui sont politisés, qui, en rendant la justice, font finalement un acte politique, ça pose question, mais surtout dans l'éducation nationale. Bon sang
enfants, où vous avez des professeurs qui font entrer dans de leur idéologie dans l'espace classe, dans les établissements scolaires, qui refusent d'appliquer les réformes qui vont dans le bon sens. J'ai un exemple récent, les groupes de niveau, c'est plutôt une bonne chose. Et vous avez sur le terrain des enseignants qui sapent le dispositif, puisqu'ils reproduisent des groupes comme si c'était des classes, des groupes en fait hétérogènes, parce qu'ils sont idéologiquement contre. Quand allons-nous dégraisser le mammouth dans l'éducation nationale, mais le mammouth idéologique? Et à un moment, il faut des sanctions. Quand vous avez des enseignants qui n'agissent pas en fonctionnaires responsables, qui décident de saper tous les dispositifs qui viennent d'en haut, ce n'est évidemment pas acceptable. Et ils disent que c'est pour l'intérêt des élèves, c'est contre l'intérêt des élèves. Moi, j'ai vu des professeurs organiser des collèges déserts, demander à des gamins de bloquer leur établissement scolaire, demander à des gamins de ne pas venir en cours. C'est ça, être un fonctionnaire responsable? Je ne crois pas. Donc à un moment, il faut un petit peu de courage politique, et que le ministre de l'Éducation nationale tape du poing sur la table. Jean-Michel Blanquer a essayé de le faire. Il n'a pas tout à fait réussi. C'était pourtant quelqu'un de très bien. Mais il faut enfin quelqu'un qui, surtout que les syndicats sont faibles. Ils ne représentent plus rien. Il faut agir maintenant et ne pas avoir peur de ces quelques profs d'extrême gauche qui font la pluie et le beau temps. C'est insupportable. Et votre nouvelle ministre, vous en pensez quoi? Je ne sais pas, je ne la connais pas. Apparemment, elle est spécialiste des questions de diplomatie. Quand vous traitez avec Sud Éducation ou le SNES, va en falloir beaucoup. Oui, je ne sais pas. Apparemment, elle n'a pas beaucoup d'expérience dans le domaine de l'éducation. Parfois, vous savez, c'est mieux. Parfois, c'est mieux. Allez, à la décharge du corps enseignant, si je peux me permettre. Aussi, quand on a des politiques publiques qui changent tous les 4 matins, à un moment donné. Non, mais à un moment donné. C'est vrai aussi. On a envie de c'est le 5e ministre. On a envie de mener sa barque comme on l'entend. C'est le 5e ministre. Au-delà même du 5e ministre, regardez simplement sur les réformes du bac, l'enseignement des maths et autres. Je ne sais plus m'y retrouver, moi, en tant que parent. Donc, à un moment donné, de la clarté. Et comme ça a été fait sur la fiscalité, c'est-à-dire du temps long et des politiques publiques structurantes qui sont mises en œuvre et respectées par tous les bords, ça permet aussi aux enseignants, à un moment donné, d'appliquer les directives qu'ils devrait appliquer. Mais je ne comprends pas toujours ce que j'applique. Allez, petite pause. On va parler aussi de l'étranger avec vous, de la diplomatie française dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on continue. Baptiste Fournier, votre coup de gueule concernait l'affaiblissement de la France sur la scène internationale. On a une victime collatérale de la dissolution. Qui est notre diplomatie et notre capacité à agir un peu sur la marge du monde. Alors, on peut se féliciter, bien entendu, de la réussite des JO, qui a été une vitrine impressionnante pour la France, et je crois que aujourd'hui tous les bancs le saluent, la presse internationale l'a salué. Tant mieux pour la France. Néanmoins, aujourd'hui, entre le front ukrainien, l'embrasement extrêmement inquiétant du Proche-Orient et le Liban ces dernières heures, je rappelle simplement que la France est aussi là pour les citoyens français, parce que c'est un motif de fierté. On est membre du Conseil de sécurité, seulement 5 nations dans le monde. On est là seule puissance nucléaire de l'Union européenne avec le plus grand système de défense terrestre, et on est inaudible avec, en plus de cela, un jeu très surprenant de la part d'Emmanuel Macron, qui s'est exprimé sur la situation libanaise il y a quelques jours via les réseaux sociaux, un peu en contradiction avec la diplomatie qui est menée par la France dans la région. Je ne sais pas quelle sera la feuille de route de Benjamin Haddad ces prochaines semaines, ces prochains mois. Le Drian est parti apparemment ce matin au Liban, missionné par la présidence de la République, mais j'insiste sur un fait, c'est que la France normalement a une voix au chapitre au niveau international, et qu'en l'état actuel des choses, elle est défaillante, elle est déficiente. On a les élections américaines qui vont arriver, et il faut absolument retrouver de ce point de vue-là un peu de sérieux et un peu de hauteur de vue, parce que il ne s'agit pas que de la France, il s'agit aussi de l'Europe, et que dans ce cadre-là, il y a urgence à ce que on ait une ligne claire, une vraie coordination aussi entre le nouveau Premier ministre et le président de la République. Oui. Moi, je suis absolument d'accord. Je ne veux pas être le représentant de l'ancien monde nostalgique sur le plateau, mais j'ai quand même beaucoup de nostalgie quand je pense à Jacques Chirac et à la voix de la France qu'il portait. Aujourd'hui, la réalité, c'est que non seulement elle est plus crédible, la voix de la France, mais qu'on n'en attend plus grand-chose. Il y a une vraie continuité entre la droite et la gauche. Exactement. Dans l'exercice du pouvoir sous la 5e. Continuité. Et moi, j'accuse Emmanuel Macron d'être lourdement responsable de ça. Rappelez-vous des déclarations de l'automne dernier sur la coalition internationale
contre le Hamas, contredit 2 semaines plus tard par lui-même. Mais tout ça n'a plus aucune crédibilité. Il a beaucoup abîmé la voix de la France dans le monde. Moi, je lui en veux beaucoup, en tant que gaulliste, d'avoir fait de mal à la France. Pour le coup, je suis un homme de droite, mais je considère que François Hollande, avec tout le mal que j'en pensais par ailleurs sur le plan de la politique intérieure, il respectait la voix de la France dans le monde. On en attendait encore quelque chose de la voix de la France. Aujourd'hui, on en attend malheureusement plus grand-chose. Non, et même Emmanuel Macron, j'ai vu, s'est fait tacler assez violemment. On avait évoqué son discours, son allocution aux Libanais. Les Libanais lui ont répondu qu'ils n'étaient pas des affiliés du Hezbollah. Enfin, il y a eu aussi une incompréhension, en tout cas, de ses propos la semaine dernière. Donc je sais pas si... Oui, bien sûr. Et puis M. Macron insulte tout le monde en Europe. Il avait insulté Viktor Orban en le traitant de cerveau fou qui ment à son peuple. Il avait traité beaucoup de dirigeants d'Europe de l'Est, mais même Madame Meloni. Enfin, ce sont des gens qui écoutent leur peuple, qui essayent de trouver des solutions pour lutter contre l'immigration. D'ailleurs, le Premier ministre britannique a rencontré Madame Meloni pour essayer d'avoir des solutions pragmatiques contre ce problème. J'ai l'impression d'avoir un Emmanuel Macron complètement coupé du monde, motivé finalement, muet par un égocentrisme exacerbé, qui n'en a rien à faire de la France et qui est là pour défendre les intérêts de ceux qui l'ont mis là, c'est tout. Qu'est-ce que... oui. Et le nouveau ministre des Affaires étrangères ne va pas pouvoir faire grand-chose sur ça. Pour qu'il envoie Jean-Yves Le Drian, qu'il l'appelle à la rescousse au Liban, c'est que là, ça chauffe un peu. Encore une fois, le sujet, c'est aussi, entre guillemets, la coordination européenne. Global. Donc, au moins, on a un gouvernement avec des personnes établi et avec des compétences pour pouvoir agir, mais je le répète, on n'a pas de ligne claire. Cette ligne claire, normalement, elle devrait être, entre guillemets, imposée, si ce n'est imposée, en tout cas activée par la France au niveau européen. Or, on voit que la situation géopolitique est inflammable, elle est inquiétante, et je le disais aussi par rapport à ce que les Français attendent de leurs gouvernants, c'est d'avoir une voix au chapitre extrêmement claire de ce point de vue, parce qu'il s'agit d'une tradition française, d'une tradition gaulliste, respectée à l'époque aussi par la voix de Mitterrand, par la voix de Chirac, par la voix de François Hollande. Et en l'état actuel des choses, on a un manque de lisibilité, de visibilité, qui peut aussi être une source, entre guillemets, d'inquiétude. Je voudrais qu'on parle quand même de ce qui s'est passé à Mazamet avec Paul, victime d'une agression homophobe. Ce sont des gens du voyage qui sont mis en cause, des mineurs. Et ce matin, écoutez le maire de Mazamet qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Ce sont des familles qui ont un modèle économique, qui est à la fois un modèle économique et un modèle culturel. Et ce modèle, il est fait de 2 couches. Vous avez une couche d'allocation, d'aide sociale cumulée, parfois très importante, et une couche de petit trafic. Voilà. Et vous demandez la fin des allocations ? Oui, bien sûr. On ne peut pas accepter de continuer à verser des prestations sociales, encore une fois, parfois de façon très importante, à des familles où clairement les parents n'ont inculqué aucune valeur à leurs enfants, et quand ils leur en ont inculqué, c'est plutôt des valeurs de vol, de trafic ou de non-respect des autres, et continuer à verser des prestations pour des gens qui pourrissent la vie des habitants honnêtes au quotidien. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Ce sujet qui revient régulièrement, c'est un tabou. C'est un tabou, c'est le problème des gens des voyages. Pas que. Non, oui, enfin, c'est pas que, mais... Des délinquants en général, avec des parents qui ont complètement lâché. Il explique très bien, il a l'air d'être un bref type, mais pas du tout un extrémiste. Le maire, il explique qu'il y a 5-6 familles qui sont délinquants de père en fils, et qui commettent des méfaits quotidiens, injures, tags, des dégradations des biens. Mais ces méfaits n'ont pas de réponse judiciaire. Bien sûr. Oui, c'est ça. Et donc la dernière arme, c'est les prestations sociales. Donc c'est hyper compliqué, parce que vous savez, je vous raconte ma vie toujours, mais j'ai un ami qui a été agressé. On a arrêté ses agresseurs, 3 mineurs. Les parents ont été convoqués et les parents disent nous on n'en a rien à foutre. Démerdez-vous. Il y en a 2 qui sont au foyer. C'est débrouillez-vous avec le foyer. Nous on veut plus rien avoir à faire avec eux. Et le 3e complètement dépassé. Donc il y a un moment, il y a une responsabilité aussi des parents, même s'ils sont dépassés. Bien sûr. Moi je pense que déjà la société ultra violente que décrit Bruno Retailleau, elle va du Bois de Boulogne à Mazamet.
elle épargne aucun territoire. Oui. Et je crois qu'avant de parler peut-être de double peine, enfant-parent, il faudrait déjà qu'il y ait une peine. Christian le disait. Ce qui est quand même très choquant, parce que je suis plutôt partagé sur la question du retrait des allocations familiales, en me demandant si ça ne va pas aggraver encore un peu plus le problème. La question, elle est de la justice des mineurs. Quelles sanctions adapter? Est-ce qu'enfin on peut réformer l'ordonnance de 45 avec des peines plus lourdes à partir de 13 ans? Parce que c'est ça la réponse pénale. Parce que j'ai été avocat dans une vie antérieure et j'ai assisté à des audiences où les enfants n'en ont rien à faire de se retrouver convoqués. Il y a une époque quand même où se retrouver devant un juge, devant une audience, ça avait un caractère solennel, et le simple fait d'être à l'audience avait un caractère éducatif. Ce n'est plus du tout le cas, puisqu'ils savent qu'il n'y aura aucune conséquence. Les mesures éducatives sont peu ou pas appliquées. On est souvent au stade de la simple admonestation, ce qui n'a aucune conséquence. Donc, je comprends ce que dit le maire, et pourquoi pas d'ailleurs avoir ce débat, mais je pense qu'avant d'avoir ce débat, il faudrait déjà qu'il y ait une peine pour les mineurs. Une peine, oui. On voit, il y a un qui s'est fait arrêter, qui avait je ne sais combien d'interpellations. Je ne sais pas si vous êtes sur cette ligne-là. Non, mais je comprends que le maire essaie de trouver des solutions et qu'éventuellement il évoque la problématique des allocations familiales. Et je partage le propos de David Marguerite. Je pense que malheureusement, ça ne changera rien. On a une société en effet. Et là, pour le coup, c'était un des propos intéressants de Bruno Retailleau hier. Il faudrait qu'il aille un peu plus loin parce que en fait, ça devrait être un sujet qui devrait mener à la réflexion. On a une hyperviolence avec des passages à l'acte de plus en plus brutaux, de plus en plus mortifères. Là, il s'agit apparemment d'une agression homophobe. Il ne s'agit pas d'un vol ou autre. Donc on est sur le terrain des valeurs. À partir du moment où on est sur le terrain... Des gamins de 15 ans. Hein. Oui, il parle des gamins de 15 ans. C'est-à-dire que là, on a une société, et là, il faut prendre aussi nos responsabilités collectives, qui a failli à partir du moment où on ne sait pas inculquer à nos gosses, que ce soit à travers l'éducation parentale, à travers un passage dans une association de foot ou autre, à travers le passage à l'école, les valeurs fondamentales de ce que sont juste le respect et l'égalité des droits de chacun. On a un vrai problème et ce n'est pas que français, hein, c'est occidental. Il faut absolument qu'on ait un réveil collectif de ce point de vue-là et une forme de sursaut. Oui, on a un ministre, un secrétaire d'État, Othman Nasrou, qui est nommé justement pour traiter de ce type de problème. Qui avait voté à l'époque pas voté, mais c'était prononcé contre le mariage pour tous. Et sans refaire le débat, je pense que ça a été une des grandes erreurs de la droite de ne pas avoir su s'adapter à une forme de modernité et de saisir qu'il y avait aujourd'hui des problèmes de discrimination à plein d'égards dans ce pays. Juste rapidement, c'est pire qu'une augmentation de la violence, c'est un fonctionnement clanique qui va à l'encontre des valeurs de la République et des valeurs de la société française. Déjà, Jean-Pierre Aubin, inspecteur de l'éducation nationale en 2004, avait parlé de contre-société. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui se passe, et rapidement, dans une société civilisée, on a des droits, mais on a également des devoirs. Et si on ne remplit pas ces devoirs, on n'a plus le droit. C'est un principe de base. La mère du jeune homme s'est exprimée en disant que les agresseurs de son fils sème la panique à Mazamet depuis des mois par diverses actions de la casse, des dégradations et des agressions. Que font-ils dehors? Comment fait-il qu'il n'y ait pas de sanctions? Que Bruno Retailleau aille à Mazamet au lieu d'aller à la Courneuve. Allez, on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence.